Azul. Bonsoir tout le monde. Mais merci d'être là pour ce nouveau café littéraire. Je suis heureux de recevoir un ami que je considère comme un savant. Il n'est pas seulement un hypnopsychiatre, mais c'est quelqu'un qui nous donne des leçons d'humanité au quotidien. Donc je ne vais pas vous le présenter parce que vous le connaissez tous en général. Il vient là pour la 3e fois. Hamid, bienvenue. La parole est à toi. Youssef, ça marche, hein? Ouais. Ah, j'ai l'impression. Azul, bienvenue. Sophie Swan. J'ai besoin de votre attention parce que c'est vous qui allez m'alimenter en énergie. C'est votre attention qui va donner mon dynamisme. Voilà. Ça va? Vous êtes assis? Non. Vous êtes à l'aise? Portes sont ouvertes. Donc, ma concentration va dépendre de votre concentration. Ah, c'est mieux, la porte soit fermée. Voilà, notre cher Youssef m'a invité il y a juste quelques jours. Ça va? Et j'ai répondu spontanément oui. Pourquoi? Parce que c'était lui. Comme dit le poète. Ah, donc c'est la 3e fois qu'il m'invite. À chaque fois, ça se terminait par des bagarres, des polémiques, etc. Mais riche à faire. Hein. Je dis, ben, on en veut. Non, au contraire, c'est un espace d'échange, de convivialité. Donc, vous m'honorez, vous l'honorez aussi par votre présence d'esprit. Voilà, donc je sors de ma virtualité, comme disait Moussa. Donc je salue tous ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, ceux qui viennent pour la première fois. Il y a beaucoup d'amis dans la salle. Donc Youssef m'a dit, tu auras peut-être un quart d'heure. Un quart d'heure, moi généralement c'est une journée, mais bon, là c'est un quart d'heure. Il m'a dit au bout d'un quart d'heure, je te coupe. Ah, donc Moussa, ça peut lui dire quelque chose. Comme je suis déjà circoncis, je peux toujours couper. Voilà, c'est le spécialiste. Donc normalement, un quart d'heure, c'est Azul, salam alaikum. Mais on va faire avec ça. Ce ne sera pas un quart d'heure, un peu plus. Je vais juste vous donner un petit peu le cadre dans lequel je peux répondre à vos questions. Après, charge à vous de m'amener vers vos questions. Comme je l'ai écrit sur Facebook, je ne vais pas remplacer vos questions par des réponses, n'ayez crainte. Vous repartirez avec vos questions, démultipliées même, et si possible revitalisées. Donc, les quelques minutes que j'ai eues avec Youssef au téléphone, je lui ai proposé quelque chose. Je dis, il y a en ce moment beaucoup de questions dans l'air autour dans le monde nord-africain, nazir, français, celui aussi des banlieues, cette confusion entre idéologie, culture, salafisme, citoyenneté, nationalité. Mais on va les aborder pas de manière sociologique, mais je vais les aborder avec mes concepts d'ethno-clinicien et à partir de la thérapie. Donc au départ, vous allez supporter quelques concepts un peu abstraits, mais ils vont prendre de la chair avec vos questions et vos questionnements. On dirait qu'il y a un écho. Hein? Je me demandais, est-ce que j'ai une hallucination auditive ou quoi? Ouais. Donc c'est un vrai écho, vous le constatez, vous l'objectivez. D'accord. Allez, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc on va faire un petit voyage, ça va? Vous êtes d'accord? Alors je suis dans ce domaine de l'ethnopsie depuis une quarantaine d'années.
à la fois en tant que superviseur des équipes, comme thérapeute, comme formateur en France et à l'étranger, et quoi d'autre encore, et animateur aussi de groupes de parole. Quelques personnes qui ont suivi les groupes de parole sont là. Donc à la demande des institutions de toutes sortes, pour agir, intervenir autour des conflits, des malentendus. Et le problème, c'est les malentendus. Parce que des fois, on est en conflit juste parce que quelqu'un a un angle de vue, l'autre a un autre angle de vue. Ils peuvent être complémentaires, mais on pense qu'ils sont contradictoires et conflictuels. Donc mon travail, c'est de lever les malentendus, aussi bien dans les thérapies, entre les parents, les enfants et leurs enfants. N'est-ce pas, Saliha? Parce que c'est une des personnes qui m'a appelé pour travailler sur un groupe de parole dans un quartier, pour désamorcer là, les conflits dans un quartier, autour des cultures, des conflits interethniques, etc. Donc désamorcer les conflits entre les parents et les enfants, et ceux entre les familles et les institutions. Il y a aussi des malentendus entre les personnes comme moi, qui ont mon âge, qui sont venues d'Algérie, jeunes, et qui vivent ici, et leurs propres enfants. Ou les enfants des banlieues, ils ne les comprennent pas non plus. Hein. Même si c'est des intellectuels, etc. Mais ça ne veut rien dire. Les conflits, ils sont là. Mais en réalité, c'est des malentendus aussi. Il y a des malentendus entre les intellectuels d'ici d'origine nord-africaine et les intellectuels de là-bas, mais c'est souvent aussi des malentendus. Alors, pour revenir à ces problématiques-là, à ces problèmes, ces questionnements, je vais commencer par vous parler un peu de ce que c'est que la culture. Donc la culture, c'est un ensemble en fait de clôtures pour délimiter le moi du non-moi, le je de il, le nous de eux et vous. Donc ces clôtures sont psychiquement indispensables. C'est-à-dire, après vous allez me parler des problèmes de métissage, etc. On en reparlera. Mais d'abord, on va passer par parler du plus simple. Donc quand quelqu'un, un petit homme naît dans son monde, il naît dans on va dire, avec des sensations, des perceptions chaotiques, et c'est la culture qui va les ordonner, les arranger, les structurer. Donc elle va fabriquer pour lui un dedans psychique, ou un dedans social, lui, ce nous, ce je-nous, et puis les autres. Donc du point de vue strictement psychologique, les psychologues qui sont là, ils savent les interactions mère-enfant, à quel moment l'enfant va reconnaître sa mère et reconnaître l'étranger, etc. Ça, on peut en parler du point de vue strictement psychologique. Mais d'un point de vue un peu plus global, ethno-psy, on va dire c'est des clôtures qui vont délimiter un dedans, social et psychique, d'un dehors, social et psychique. Et comme vous savez, généralement, il n'y a jamais une culture isolée. Totalement isolée des autres. Donc, en général, une culture se définit par rapport aux autres. Là aussi, ça fait beaucoup de malentendus. Par exemple, les Hébreux ont interdit le porc parce que le sanglier était le symbole, c'était une divinité, n'est-ce pas? Adonis, divinité des Phéniciens qui étaient leurs voisins. Et donc on se délimite comme ça, les voisins font ça, nous on ne le fait pas. Et généralement, c'est pas pour des raisons dont on parle souvent, des raisons rationnelles, etc. C'est souvent arbitraire. Par exemple, le porc est interdit, il aurait pu être un apport en calories, en protéines, etc. Mais il était interdit à l'époque chez les Hébreux. Pour ces raisons-là. C'est comme une langue, le signe est arbitraire. On appelle ça chaise, cosy, je sais pas quoi, c'est arbitraire. C'est pareil, la culture. Des fois, effectivement, elle sert l'écologie locale. Des fois, elle est en rapport juste, en rapport avec la structuration du groupe. Donc, dedans, dehors. Alors, c'est quoi le dedans? Donc, la culture va fabriquer un ensemble de clôtures imbriquées les unes dans les autres. Moi, je vais les séparer artificiellement, mais en fait, elles sont totalement imbriquées les unes dans les autres.
Donc la première clôture à laquelle vous pensez, par exemple, c'est la clôture linguistique. Ça délimite un dedans d'un dehors. Nous, ceux qui parlent comme ça et ceux qui parlent autrement. Donc vous rappelez les Grecs, parler des barbares, ceux qui bégayaient, ou que sais-je. En tous les cas, ça fabrique ce qu'on appelle dans l'histoire ou en sociologie l'ethnocentrisme. Donc l'ethnocentrisme n'a pas à être confondu avec le racisme, ni avec la xénophobie. C'est un ethnocentrisme naturel, c'est-à-dire nous sommes bons, les autres moins, et les autres encore plus éloignés, c'est des sauvages. Et c'est normal au début que ce soit comme ça. C'est important que je sente un bon à l'intérieur de moi, et puis moins bon, voire mauvais à l'extérieur. C'est indispensable pour que cette culture soit intériorisée. Donc la langue est une clôture qui délimite le je, nous du eux. Donc vous allez me poser des questions tout à l'heure, quand cette clôture elle est effritée, quand il y a un bilinguisme, quand il y a l'autisme. Vous savez l'autisme, l'enfant ne parle pas. Donc il n'a pas de clôture. Cette clôture-là, il ne l'a pas. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils passent leur temps à transvaser. Ils ont la problématique du dedans-dehors, justement, contenu-contenant. Les psys le savent, ils aiment ouvrir et fermer les portes, comme nous là. On ouvre, on ferme, on ferme. Ils font comme ça tout le temps. Ah, Laura, vous êtes là? Donc ils ouvrent, ils ferment, ils ouvrent, ils ferment, ils transvasent tout le temps. Et pareil, pour sentir à l'intérieur d'eux qu'il y a un dedans et un dehors, ah ben, ils aiment tout ce qui est piquant. Le piment, pour sentir qu'il y a un dedans, ils aiment se frotter aussi, se blesser pour fabriquer avec leurs propres moyens ce dedans dehors. C'est terrible, parce qu'ils ne le fabriquent pas avec la culture, pour des raisons que les thérapeutes peuvent explorer, mais on n'a pas fini d'explorer. Ils n'ont pas intériorisé ce pacte d'humanisation, c'est-à-dire de se clôturer par la culture. Ils se clôturent par leurs propres moyens. Ça va, vous avez compris cette histoire de langue. Donc si vous voulez me poser des questions autour de la langue, on y reviendra par rapport au métissage, bilinguisme, la langue d'origine, la langue dite maternelle. En Afrique, on ne dit pas langue maternelle en réalité, on dit la langue des ancêtres. La langue de la ligne des ancêtres, on ne dit pas maternelle. Parce que maternelle, on l'a réduit à quelque chose comment dire, qui n'a pas de durée dans le temps. Il faut que ça soit transgénérationnel, pour que ça soit intégré. Donc il m'arrive des fois pour soigner les autistes de leur demander, j'ai eu pas mal d'autistes kabyles dans la migration, je leur ai demandé, j'ai demandé à leurs parents qu'on leur parle uniquement en kabyle, même s'ils ne parlaient pas kabyle, de les amener chez les grands-parents, comme si je les amenais chez les ancêtres. Ensuite, quand le travail est bien fait, ils reviennent, ils parlent français. Mais ils ont intégré la langue matricielle, qui est la langue des ancêtres. Ça va ? Ça va vous faire réfléchir et on y reviendra. Donc voilà une première clôture. Une deuxième clôture, c'est celle aussi qui est toujours là, à laquelle vous pensez en tant que migrant, notamment, c'est la clôture culinaire. Vous savez que tout ce qui est biologiquement mangeable n'est pas culturellement consommable. Tout ce qui est biologiquement mangeable n'est pas culturellement consommable. Et c'est comme ça qu'on crée, il y a un film qui s'appelle Le goût des autres, c'est comme ça qu'on crée le goût et le dégoût. Et c'est indispensable. Et même parfois, de village à village, on ne mange pas les mêmes choses, et de région à région, comme en Algérie par exemple. Dans certaines régions kabyles, on ne mange pas l'escargot. Hein? On parle l'exargot, mais on ne mange pas l'escargot, n'est-ce pas comme ça? Et une fois, ma mère avait prêté sa marmite. Je vous donne des exemples pour mettre un peu de chair dans le concept. Donc elle a prêté elle vit à Oranie, dans une petite ville d'Oranie. Elle prête sa marmite à une voisine. Donc elle a vécu en Kabylie, elle a intégré complètement le système culinaire.
Donc quand la voisine, elle rend la marmite, par curiosité, ma mère, qu'est-ce que tu as préparé dedans? Elle dit des escargots. Vous savez ce qu'elle a fait, ma mère? La marmite à leur poubelle. Et juste, bon, ces enfants qui sont nés en Oranie, il y a certains qui ont goûté aux escargots. Mais elle, impossible. Même le poisson, elle, ça la gêne, parce qu'elle est des hautes montagnes là, de Kabylie, où il y a un manque d'iode. Donc vous voyez, normalement, ils sont intérêts à manger les poissons. Mais culturellement, non, ils sont éloignés. Alors ne leur parlez pas d'écrevisses, de crevettes, tout ça. Même moi, j'ai du mal avec ça, hein. On les considère comme des insectes. Juste pour insister sur cette clôture qui crée le goût et le dégoût, c'est-à-dire un dedans et un dehors indispensable. Vous savez qu'il y a des thérapeutes qui soignent des névroses traumatiques, etc., par les odeurs, les goûts, etc., pour refabriquer ce dedans. Donc là aussi, ça donne à penser, on peut y revenir si vous posez des questions tout à l'heure sur cette clôture. C'est celle qui persiste en fait le plus quand vous avez perdu la langue. Il reste encore, l'huile d'olive continue de couler à la cuisine chez les Italiens, les Nord-Africains, notamment les Kabyles, etc. Ça résiste plus, cette clôture résiste plus. Alors soit dit en passant, quand une clôture s'affaiblit, elle est remplacée par on renforce la deuxième clôture, la énième clôture. Par exemple en France, il se trouve que depuis la Révolution française, on n'aime pas trop les langues. Les langues. On ne mange qu'une seule langue. On avale une langue, une française, et puis les autres, on les aime pas trop. Et par contre, donc ça c'est fermé, c'est un système fermé de ce point de vue-là. Et par contre, la clôture culinaire est trop lâche, trop ouverte. Vous connaissez le mot en kabyle, ronfo. Ils ronfo. Alors, par exemple, de culture à l'autre, on peut dire, par exemple, les Français, c'est bizarre, ils n'ont pas les dégoûts que nous, on peut avoir. C'est comme ça qu'on dit, non? Voilà, donc ça, c'est parce qu'ils sont ouverts sur cette... mais ils se ferment sur un autre mode. Donc ça, c'est la clôture culinaire. Si on réduit la clôture culinaire à sa plus simple expression, c'est une galette chaude avec de l'huile d'olive, non? Ça fait votre affaire, vous ne demandez rien d'autre. Il y a des bourgeois kabyles qui peuvent s'acheter de la viande, tout ça, etc. Mais rien n'y fait, revient, fait le piment, tout ça, et puis une galette. C'est ça qui fait leur bonheur. Donc deuxième clôture, et c'est important qu'elle s'établisse cette clôture. Troisième clôture, ne sont pas dans l'ordre, mais on les cite comme ça. La clôture du système de parenté. Système de parenté, de filiation. Donc là aussi, nous en Afrique du Nord, on est dans un système patrilinéaire, patriarcal, patrilinéaire. L'enfant n'appartient pas à son père directement, ou à ses parents. Il appartient à ses ancêtres de manière unilinéaire, c'est-à-dire il appartient à l'ancêtre. Ça crée beaucoup de malentendus. Cette clôture entre la notion de citoyen individu, personne, en France, et la notion d'appartenance à une lignée. Donc c'est autour de ça que ça explose, entre les institutions. Vous savez, la frayeur des migrants, c'est qu'on leur prend leurs enfants et qu'on les prenne dans les services sociaux, etc., qu'on les place, c'est une honte, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que ça met à mal le système de filiation. Un jour, on m'a amené voir un Pakistanais qui avait tué sa femme. Et ses enfants ont été placés dans une famille kabyle. Et il a fait 12 ans de prison. Une sœur, il menaçait de tuer le kabyle parce qu'il pensait que ce kabyle en question a détourné ses enfants. Il les a kabylisés. Les petits étaient kabylisés, ils allaient bien en Kabylie. Ils ne parlaient plus le pashtoun ou l'ourdou. Et il menaçait. Et en fait, ils m'ont fait intervenir après 12 ans de prison. Vous voyez. Et quand je suis intervenu, donc je ne suis pas ourdou, pashtoun, pakistanais, il me dit encore un kabyle, etc. Il me dit, vous venez d'une association? Je dis non, c'est le juge qui m'envoie pour mettre un peu la force de mon côté, sinon je n'ai aucune force. Et ce qui va être dit, évidemment, etc.
Je lui dis, mais ces enfants n'appartiennent pas à la France, n'appartiennent pas à l'État français. Ah oui, exactement. Et je dis, mais ils n'appartiennent pas non plus à ce père kabyle. Ah oui. Je dis, mais ils ne vous appartiennent pas non plus. Alors là, il était très en colère. Et puis j'ai ajouté, ils appartiennent à leurs ancêtres. Ouf, il était content. Oui, exactement. Donc la thérapie avait déjà commencé pour lui dire, ils appartiennent ni à ce père kabyle, ni à vous. Ils appartiennent, et en même temps, j'ai fait d'une pierre deux coups. Parce que lui, qui est un chaînon défaillant un maillon défaillant dans la chaîne, je l'ai en quelque sorte réparé en disant, ces enfants continuent d'appartenir. Donc autour de cette clôture se jouent beaucoup les plus grosses problématiques dans les institutions, c'est entre système de filiation et la notion individu, citoyen, etc. Vous le savez, hein, cet enfant elle appartient à elle-même, encore m'appartient à moi, etc. Un jour j'ai eu une fille comme ça, donc c'est des situations un peu dramatiques, son père était en prison, ici parce qu'il avait tué, et elle était venue avec sa tante. Et dans la consultation, j'ai dit à sa tante, voilà, j'ai essayé de réactiver les ressources culturelles, thérapeutiques, parce qu'elle disait qu'elle avait mal à la tête. Donc, je voulais mettre sa tante en position de protectrice. Je dis, vous n'utilisez pas dans votre région du sel, des œufs, etc. Elle me dit, oui, on utilise. Donc je lui ai amené le sel, je lui ai dit, vous pouvez faire pendant la séance. Hein. Donc la fille, elle arrive à mi-chemin, elle était à côté d'un éducateur, elle arrive, elle retourne à sa chaise. Et l'éducateur triomphant, il nous dit, vous voyez, Nadia appartient à elle-même, elle n'appartient pas à son groupe. Très bien. Donc on a continué à travailler, à la fin de la consultation, elle a couru vers sa tante et dit, fais-moi le rituel avec le sel. Donc là, beaucoup de questions, peut-être vous allez m'en poser quelques-unes pour aller de l'avant, avant que le ciseau n'arrive là, parce que je suis sur, voilà. Ça, c'est le système de parenté et de filiation. Donc la majeure partie des conflits, des problèmes, des malentendus, c'est le système de filiation, même la radicalisation, pour nous poser des questions autour de ça, c'est autour de la filiation. C'est des enfants sur le seuil, et puis les salafistes arrivent, ils les prennent, ils leur offrent un prophète, ils leur offrent une filiation, voilà. Ils leur offrent des ancêtres factices. Hein. Celui qui n'a pas été au Djurdjura risque d'aller à Tora Bora. Tora Bora, c'est, vous savez où? C'est en Afghanistan. Tora Bora. Tu n'as pas eu ton Djurdjura, Tora Bora. Alors, soit dit en passant. Un système donc de filiation et de parenté. L'autre système qui délimite un donc c'est un dedans et un dehors. Les gens peuvent être matrilinéaires, patrilocales, comme les Antillais, matrilocales, etc. Il y a plein de systèmes. Les juges, des fois, se trompent. Un enfant qui est de système matrilinéaire, et le juge me dit, il faut que cette dame, la prochaine fois, il faut que le père vienne voir le juge. Je dis, mais le père, c'est comme un grand-père chez eux, le débonnaire. C'est même pas lui qui s'occupe de l'éducation, il n'a pas d'autorité sur l'enfant. C'est son oncle maternel. Voilà, ah bon, oui. Et c'est comme ça que la femme est venue avec celui qui est dépositaire de l'autorité, et avec lequel circule aussi l'héritage, etc., qui est l'oncle maternel, pas le père. Et les parents de migrants, quand ils sont très très violents vis-à-vis des enfants, c'est quand ils se croient parce qu'ils sont débordés, ils disent qui va fabriquer ma fille culturellement. Donc des fois ils débordent, ils veulent fabriquer tout seuls. Et je leur rappelle que c'est pas eux. C'est pas eux tout seuls de fabriquer. Et des fois les consultations se passent en 5 minutes, 10 minutes. Je vous donne un exemple. C'est un père qui était d'origine donc patrilinéaire, c'est un de Bambara, du Mali. Et bon, c'était l'été, il était venu à la consultation que j'avais créée dans une école. Il avait laissé des cicatrices sur le bras de son enfant.
des traces. Donc il était signalé aussi au juge. Mais comme il était en manche courte, j'ai vu qu'il avait des tatouages. Au même bras droit qu'avait son fils, où il y avait les traces de coups, lui il avait un tatouage. Donc il a suffi juste de dire, tiens, vous avez un tatouage. Ah, oui, mais c'est bizarre, c'est au même endroit. Il était interloqué. Je dis, mais le tatouage, c'est un groupe qui le fait. Il dit, oui, il y a des ancêtres, il y a des mythes, c'est tout un village. Ben ouais. Je dis, vous faites tout seul des tatouages à votre enfant? C'était pas nécessaire d'aller plus loin, il a compris. Il a compris. Donc il a dit, l'été prochain, je vais l'amener en Afrique. J'ai dit, j'ai compris pourquoi vous avez fait. Vous êtes senti débordé, vous êtes dit, mais comment mon enfant va devenir un bombara, griot, etc. Il est passé à l'acte. Donc vous voyez, il n'y a pas eu de polémique comme ici, il n'y a pas eu de bagarre, de surf, il n'y a rien. Tout de suite, il a dit, ok, d'accord. Il a compris. Donc, vous avez compris cette histoire de système de filiation qui détermine un dedans et un dehors et tous les conflits entre nous, nous et les autres. Ensuite, il y a le système d'alliance. Le système d'alliance. Donc ça, ici, c'est les individus qui se rencontrent, ils ont des coups de foudre. La foudre tombe, hein, c'est ça. C'est l'amour, et après, quand il y a les conflits, il n'y a personne. Parce qu'il n'y a pas les deux familles pour gérer le système d'alliance. Et le système d'alliance, il est comme le nôtre, à l'origine, en France. Mais bon, comme il y a cette notion d'individu, de libération, d'émancipation, d'individu personne, c'est devenu... Mais dans la plupart des groupes, c'est une alliance entre deux groupes. Donc vous vous êtes tous pleins quand vous étiez amoureux, pour ceux qui sont du Sud, où vous allez vous marier, que les gens s'immiscent dans vos affaires, et ceci, et ma tante, et la sœur, et la tante maternelle, paternelle, tout le monde se plaint, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans, on s'aime, etc. Ah ben ils interviennent, y compris avec la sorcellerie, etc. Pour montrer que c'est une affaire, il y a le primat du groupe, c'est le groupe qui s'allie, c'est deux groupes qui se relient, qui s'allient à travers ces personnes-là. Donc tous les conflits qu'ils vont avoir, c'est autour de la belle-mère. La belle-mère est conçue pour porter sur elle les conflits, les générer, etc. Comme ça, le couple, voilà, il est libéré des conflits. Quand il n'y a pas la belle-mère, il n'y a pas la famille, ah ben, le couple est obligé de se disputer. Ils s'engueulent, ils se déshonorent très vite, et puis qui intervient? Les institutions, les juges, Donc j'ai rattrapé pas mal de divorces en faisant appel aux familles des uns et des autres. Quand c'est fonctionnel, évidemment. Quand c'est encore fonctionnel, je le fais. Donc voilà, j'ai failli même ouvrir une maison en matrimoniale, rattrapage du mariage, tout ça. Et ça, c'est le conflit entre... Ici, vite, les institutions interviennent. On a raison, bien sûr, quand il y a de la violence, etc. Elles placent la mère dans une maison, etc. Mais comme c'est le groupe qui l'a marié, et qui se retrouve ici à deux, d'ailleurs, on ne sait pas vivre à deux dans un couple. On se regarde, on ne sait pas quoi se dire, on fume, on lit son journal, on regarde la télé. Parce que la femme s'humanise, se féminise avec les femmes, l'homme avec les hommes, et puis il y a des interactions, des intersections, des rencontres. Mais là, c'est le couple. Comment ils vont faire? Il y a une forme d'ensauvagement, des fois, des couples, parce qu'il n'y a personne pour prendre en charge le conflit. Et puis, c'est la chouma, comme on dit dans les banlieues. Les gens là-bas ne doivent pas savoir ce qui nous arrive ici. Donc, moi, je sais ce qui arrive ici, extérieurement et intérieurement, puisque je reçois les personnes, ceux dont on ne parle pas dans les conférences, par exemple. Parce que les conférences, c'est la politique, l'idéologie, l'art, la poésie, mais tout ça qui se passe, les gens se retrouvent seuls face aux travailleurs sociaux, face aux juges, face à la police, et ils ne savent pas les noms. Et les gens là-bas ne savent pas. Une femme qui fait une fugue, une fille, c'est terrible. Bon, ça c'est le système d'alliance. Et donc j'ai travaillé beaucoup sur les couples mixtes. De filiation, souvent de religion, de culture, à qui appartiennent les enfants. J'ai travaillé avec une collègue systémicienne pendant peut-être une douzaine d'années. On a aussi réparé pas mal de problèmes comme ça autour du couple directement et surtout l'appartenance des enfants.
Donc des personnes qui appartiennent au grand monde, au vaste monde. Voilà, le système d'alliance pose énormément de problèmes. Après, il y a le fameux système religieux qui, lui, n'appartient pas au début à la culture. Il appartient à la culture. C'est là qu'on va aborder les problèmes aussi d'actualité. Dans le vaudou, c'est une religion, le vaudou, mais c'est une religion animiste. Elle appartient à l'ethnie. L'ethnie des... Je ne sais pas. Son nom m'échappe, l'ethnie qui se trouve au Bénin, Niger. Il se retrouve aussi à Haïti. Les Yoruba, les Bété, les Yoruba. C'est pas les Yoruba, hein. Donc les Yoruba, donc la religion, c'est une religion ethnique. Mais les religions monothéistes sont venues, bien sûr, après. Elles se sont imposées sur des cultures différentes. Et chaque culture a créé ses imbrications spécifiques avec ce monothéisme. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient... Et parfois, comme vous le savez, c'est devenu une ethnie. Du fait qu'il y avait un petit groupe qui s'est converti à une doctrine, à une religion, on va dire une doctrine minoritaire d'une religion, et c'est devenu une ethnie. Vous connaissez les exemples? C'est l'homme Zab. Parce qu'ils sont kharijites du rite ibadite, ils sont les habites, ils se marient entre eux. Donc ils ont créé un système endogame, et c'est devenu une ethnie. C'est des Amazirs, mais très clôturés. Plus clôturés que les Kabyles, puisqu'ils ont deux clôtures, la langue et le rite, ce rite doctrinal kharijite. Il y a une autre ethnie, il y en a beaucoup, mais il y en a une qui se trouve en Orient, Moyen-Orient. Vous connaissez laquelle? Les Druzes. Donc les Druzes se sont convertis, c'est des Arabes en fait, ils se sont convertis à une secte, on va dire, minoritaire, du chiisme ismaélien à l'origine, et avec les apports de leurs ancêtres d'avant, manichéisme, peut-être qu'il y avait d'autres, ils ont créé une religion, on va dire, syncrétique, et c'est devenu une ethnie. Maintenant vous allez voir un Druze, c'est une ethnie. Mais ce n'était pas une ethnie au départ, donc elle a été créée au fur et à mesure. Voilà, donc là, il faut faire attention à cette histoire d'ethnie, de culture et de surimposition d'une culture, d'une religion monothéiste. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, pour résumer, on va dire, il y a d'autres sous-systèmes comme la façon de se vêtir, la façon de... La première niche écologique, c'est l'habitat. Vous savez, Bourdieu a parlé de la maison kabyle. Première niche qui est détruite quand on part et quand on construit autrement, c'est cette niche-là. Elle est construite selon des mythes. Vous connaissez les travaux de Bourdieu. Donc pour résumer, on va dire que c'est une clôture qui permet à l'individu de se mouvoir sans avoir trop de perplexité, sans être effrayé. Au niveau psychique, ça permet à la personne de s'orienter, d'être dans des interactions spontanées les uns avec les autres. Sinon, ça ne générait que des malentendus. Voilà, je regarde Brahim ou Moussa, et je dis pourquoi tu me regardes comme ça? Là, je te regarde normalement, qu'est-ce qui se passe? Donc ça crée des paranoïas. Quand il y a trop de malentendus entre deux cultures, ça crée ce type de paranoïa. Après, il faut attendre la résolution par la métanoïa. Retournement de l'âme. Vous connaissez ce qui s'est passé avec les Espagnols, les malentendus entre deux cultures. Les Espagnols, quand ils ont débarqué, parce que c'est à travers la culture qu'on voit le monde, qu'on organise, je l'ai dit au début, qu'on organise le monde, on structure le monde. Et quand les Espagnols ont débarqué là-bas, les Indiens n'ont littéralement pas vu les gros bateaux, parce qu'ils avaient des pirogues, etc. Ils ne pouvaient pas le voir, parce qu'il n'y a pas un schéma préétabli pour voir. Vous voyez, vous ne voyez que ce qui est plus ou moins préconçu, conçu, concevable. Sinon, vous ne voyez rien. Vous voyez? Je vois j'ai une par exemple, ça me les voit. Et
donc les Espagnols avaient un autre paradigme. Est-ce que c'est des animaux ou c'est des humains? Après, il y a eu tout le carnage que vous connaissez. Et donc leur paradigme humain, non humain, et le paradigme qui a contribué malheureusement à leur extermination, c'était humain sur humain. Parce qu'ils avaient des livres sacrés où ils annonçaient la venue de surhumains. Ils ont dit, les Espagnols, c'est des surhumains. C'est des divinités, etc. Vous connaissez le film, je vais terminer par là, ensuite place aux questions. Parce que je ne vois pas le ciseau. Place aux questions. Le film, les dieux sont tombés sur la tête. Vous vous rappelez? Donc une ethnie isolée, dans sa brousse, etc. Un avion qui passe, le pilote boit une bouteille de coca et la jette. Et c'était justement le problème de la culture, un objet hétérogène. Hétéroclite, hétérogène, inconnu, bizarre. Mais ils savaient que c'était un objet quand même chevelu. Chevelu, ça veut dire que c'est un objet qui va les rattacher, s'ils l'adoptent, ça va les rattacher à notre monde. Vous introduisez le coca, ensuite c'est les camions, ensuite c'est les voitures, ensuite c'est les usines de coca, etc. Donc là, les sages du groupe se sont concertés. Qu'est-ce qu'on va faire de cette bouteille, cette foutue bouteille? Et donc pour moi c'est un vrai exemple de ce que c'est qu'une culture. Et nous, pour rejoindre les futures questions que vous allez me poser, on a perdu beaucoup, nous sommes plus ou moins acculturés, déculturés, nous avons perdu nos filtres. Avant les filtres, c'était les sages du village, c'était les poètes, c'était les forgerons, c'était qui disaient ça rentre pas, ça c'est à nous, c'est pas à nous. On est envahi par des objets hétérogènes, des concepts hétérogènes, et c'est ça qui crée. On est passé du concept de acculturation positive, c'est-à-dire on sait qui on est, on emprunte, on sélectionne, à la déculturation qui crée ce dont parlent aujourd'hui les hommes politiques, l'ensauvagement du monde et des groupes. Voilà, je suis arrivé au bout de mon voyage. Merci Hamid. Oui, on peut l'applaudir, absolument. Avant de donner la parole à la salle, j'ai juste une petite question. Et je suis personnellement impressionné par ton parcours et j'aimerais que tu nous dises un peu, même si c'est brièvement, les liens que tu gardes depuis toutes ces années avec la Kabylie, l'Oranie et puis donc la France. Donc il y a visiblement 3 mondes et avec le temps, quels sont les liens que tu gardes en mémoire, même si c'est brièvement. Voilà. Alors brièvement, pour donner de la chair, on va rentrer dans les témoignages, n'est-ce pas? C'est mieux. Il parle, mais qui est lui? Et c'est vrai, ce que dit Youssef, moi, généralement, c'est parce que j'avais pas beaucoup de temps, mais généralement, je me présente d'abord. Et parfois, ça prend une demi-journée. Mais je donne des concepts à travers, c'est-à-dire c'est un récit, un conte et des concepts. Après, ça crée un défi. Si je me suis présenté, les gens disent, bah, chez moi c'est comme si. Ça lève les barrières, et donc moi aussi je peux parler de ça, je parle aussi de ma vulnérabilité, de mes traumatismes. Et ça crée le groupe. C'est un dispositif que j'ai créé suite aux expériences que j'ai eues en thérapie. Donc moi je suis parti de Kabylie à l'âge de 5 ans, et c'était pendant la guerre. Donc j'ai toute une préhistoire de la guerre. Je fais Pékin. Oui, c'est comme ça. Ah oui, Bernard. Ah, celui-là, il est free. Il est libre. C'est ça? Ah, voilà, on retrouve une liberté. Je peux me lever en plus, aller vers vous. Voilà, je vais quitter Youssef, ça y est. Je suis libre, je m'envole de mes propres ailes. Ah non, sinon on n'est pas vu non plus. Ah, je reviens. Eh oui, c'est ça la migration. On quitte son pays, après on a envie, je vais voir là-bas si j'y suis. J'y vais, j'y suis pas, et je commence à... Voilà. Donc l'idée c'est, voilà, je suis parti à l'âge de 5 ans avec cette préhistoire très forte, parce que j'ai beaucoup de souvenirs. J'étais fabriqué, on va dire, en tant que Kabyle à l'âge de 5 ans, pas suffisamment, encore fragile, mais j'avais, comment on dit,
l'arrière-plan de cette culture. Donc parti rejoindre mon père. Donc là, c'est le monde des objets démultipliés, le magasin, les chocolats, les œufs. Ah, c'est un monde, un vrai monde avec les pieds noirs, les juifs, les arabophones. Donc c'est ça qui m'a prédisposé à ce travail de décentration et le magasin est une interface pour le monde dedans, dehors. Je parlais en kabyle à mon père et j'entendais les paroles en derja, et en français et en espagnol parce qu'on était à l'ouest, on parlait encore espagnol et le dialecte de cette région était infiltré de centaines de mots espagnol. Donc j'ai commencé à engranger ce monde de la culture orale, de Darija, plus la petite communauté kabyle, mais avec une nostalgie de la Kabylie énorme. C'est ma blessure vraiment. Pourtant c'est moi qui ai voulu rejoindre mon père, mais je ne sais pas, peut-être je croyais que c'était juste à côté. Et puis beaucoup de misère, je dormais sous le comptoir, on n'avait pas de maison, c'était le magasin. Et donc en même temps, l'école maternelle, l'école des beaux-arts. L'école des beaux-arts, n'est-ce pas, l'école maternelle. Là, j'étais heureux avec une maîtresse, là, j'étais amoureux, etc. Si jeune, si enfant. Et donc j'ai continué l'école française avec la culture française et la découverte du monde à travers la langue française. Donc est tiraillé entre ce monde-là dans lequel je vivais, le monde de la culture orale majoritaire de Darija, l'école française, je m'isolais dans mes livres, les parents ne pouvaient pas me suivre, comme des enfants de migrants dont les parents ne sont pas instruits. Donc c'est une aventure solitaire. Et personne pour m'expliquer, me soutenir. Mais ça a été... L'école maternelle, c'était bien parce que j'étais comme les artistes qui sont là. On chantait, on dansait, on peignait. Après, hein, mais ça, après, il faut passer le calcul, tout ça, l'écriture. Et c'est la poésie, celle qui m'a sauvé, qui m'a soigné. La poésie française, notamment, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a eu l'école arabe classique. Je l'ai aimé au début. Ah, ça m'était curieux de cette langue qui se terminait par des déclinaisons à OU, etc. Et ensuite, très vite, j'ai vu que c'est une langue idéologique qui visait précisément, qui était contre le kabyle, le dialecte arabe, le français. Et là, j'ai commencé à me cultiver tout seul, mais en dehors des normes du pays et de son idéologie. Ensuite, j'ai rejoint le mouvement très très vite, tout seul, tout seul. Comme disait Max Rouchot, parti de rien, j'arrive à rien, mais tout seul. Donc j'ai créé le mouvement berbère tout seul en Oranie, je faisais des conférences sur l'histoire à l'université d'Oran. Et jusqu'au moment où j'ai vu que j'étais en danger, il fallait partir. Donc je suis venu ici, et je suis allé direct m'inscrire en ethnopsie. J'avais découvert il y a un coopérant là-bas qui voyait que j'étais le seul à parler de la culture locale. Bizarrement, les psys, les sociologues là-bas, les sociologues étaient marxistes, donc on parle des classes sociales, il n'y a pas de culture locale. C'est Dahlia, je crois. Ah, Dahlia, oui, mais Dahlia. Et la psychologie, ou la psychologie sociale, c'est pas notre culture, Ah, voilà, j'ai oublié un système important, je vous ai pas, c'est notre clôture, c'est le système thérapeutique. C'est une clôture entre le dedans et le dehors. Donc quand je parlais de système, de notre système, comment soigner les gens chez nous, ben, c'était pas entendu. La psychanalyse, la psychologie. Jusqu'au moment où j'ai rencontré un coopérant qui posait des questions sur les traditions locales. Et mes camarades ont dit, on a un spécimen ici qui s'intéresse à nous. Et c'est comme ça que nous sommes devenus des amis. Il m'a dit, il y a une discipline qui s'appelle l'ethnopsie. C'est comme ça que j'ai débarqué en France pour m'inscrire en ethnopsie. Et là, j'ai réconcilié la partie kabyle, puisque la preuve, je suis avec vous. Une bonne partie est kabyle ici. Donc la nostalgie que j'avais de la Kabylie, je l'ai rattrapée paradoxalement ici. Et la culture française qui a été coupée là-bas, je l'ai rattrapée ici, je l'ai réparée ici, et en même temps, ça me permettait d'avoir un recul
pour continuer à étudier notre monde là-bas sans être pris au front. Avec toutes ce que vous connaissez aujourd'hui, les conflits idéologiques, le terrain qui est ravagé par l'école, l'éducation. Et aujourd'hui, on essaie de transmettre à partir d'ici, vivant qu'il y ait des conférences, des médias, des radios, des télés, pour transmettre là-bas à partir d'ici. Parce que je sais que ce que je fais ici devrait aller là-bas. Mais voilà, tous les 10 ans, on attend, le temps continue, mais on essaie de créer, comme fait Youssef, des petites oasis pour la transmission. Voilà, Youssef. Merci Hamid, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben voilà, la parole est à la salle pour des remarques et des questions. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être assez bref. Moins bavard que Hamid Salim. Voilà, parce qu'il y aura certainement beaucoup de questions. Pierrette, tu veux commencer? D'accord. Bonsoir tout le monde. Alors je me permets de prendre la parole, je vais peut-être pas être brève, mais Hamid m'a insisté pour que j'apporte mon témoignage. Donc ça ne va pas durer 3-4 minutes, je suis désolée. Voilà, je vais vous raconter ma petite histoire. Je suis ce qu'on appelle une métisse, hein, ça ne se voit pas par ma couleur, mais je suis de double culture. Je suis de maman française, bretonne. Je suis née en 57 pendant la guerre d'Algérie et d'un papa de Grande Kabylie. Tous les deux sont venus en France. Enfin, ma maman, elle n'a pas eu beaucoup de kilomètres à faire, mais aller sur Paris, c'était une façon de trouver du travail, hein, parce qu'en Bretagne, il n'y en avait pas. Et mon papa quittait la Kabylie en 48. C'était aussi une façon d'avoir du boulot dans les fonderies. Donc mes parents, c'est une très belle histoire d'amour qui se continue aujourd'hui. Maman est au cimetière, mais maman est toujours présente. Papa est toujours là, il a 90 ans. J'ai vécu dans la méconnaissance totale de ma culture paternelle. Mon père me disait que sa langue était un patois. Nous sommes en 57. Nous sommes encore sous le coup de la colonisation. À la maison, nous ne parlions que français. J'ai découvert, je savais en moi qu'il me manquait quelque chose, parce que mon papa, lorsqu'il rencontrait des amis, il parlait une langue que je ne comprenais pas. Et en moi, ça me parlait. Ça peut vous paraître idiot, mais en moi, il se passait quelque chose que je ne peux pas expliquer. On ne peut pas tout expliquer, docteur. Donc, lorsque j'étais en âge, j'ai grandi, j'ai voulu savoir, et un monsieur formidable qui s'appelle Idir s'est mis à chanter sur les ondes de la télévision française une chanson qui est Ave Innova. Et la résonance de ces mots, en moi, je me disais, mais c'est ce que papa dit, c'est cette langue, c'est pas de l'arabe, c'est... Voilà. Et là, je lui ai dit, mais papa, ta langue, elle se chante, elle existe. Alors, j'ai pas eu la cuisine non plus, docteur. Vous voyez, j'ai eu des crêpes, j'ai eu plein de choses, mais j'ai même pas eu ça. Donc là, mon père m'a dit, elle te plaît, ok, mais va pas plus loin, c'est pas la peine. J'avais 17 ans. J'ai rencontré l'homme qui est devenu l'homme de ma vie, c'était parce que malheureusement il m'a quitté de façon définitive, il est décédé, un Chaoui. Et lorsque j'ai eu 19 ans, j'ai dit je veux aller là-bas, je veux savoir d'où je viens. Donc quelque part aussi, docteur, ça peut être une démarche personnelle. Pour ma part, c'est le cas. Mon père me dit, tu vas là-bas, mais tu me jures que tu ne vas pas dans notre village. Je lui jure. Vous savez un petit peu ce que ça peut faire pour moi qui... Mon père, c'est... Voilà. J'ai juré, papa, je te jure. Il m'a dit, ok, je te laisse y aller. Arrivé à Alger, première chose, taxi, mon village. Désolée, je vais juste là. Imzizou, le long de l'Oued El Sebaou. Et là, tout de suite en bas, on me dit, mais t'es qui, toi? Il parlait français. Ils parlent tous français dans mon village. Et je lui dis, je suis la fille de Slimani. Slimani? Quelle Slimani? Elles sont toutes ici. Je fais, non, Slimani Ali. Comment ça, Slimani Ali? Depuis 1948, il n'est pas venu. Ben, je suis sa fille. Il m'a emmenée à la maison de ma grand-mère. Donc j'ai monté le long de la montagne avec mon époux. J'ai frappé à la porte. Une vieille dame m'a ouvert. Elle m'a parlé en kabyle, je la regardais. Mon mari lui a répondu en berbère.
parce que mon mari parlait le chaoui couramment. Donc nous sommes liés, je tiens à le dire très fortement. Et là, il lui a dit, c'est ta petite fille. Et là, ma grand-mère m'est tombée dans les bras en pleurant. Je suis rentrée dans la maison, je ne connaissais rien. J'ai pris connaissance des lieux, la cour principale, toutes les pièces autour de cette cour. Elle m'a emmenée dans une chambre et j'ai vu une photo de moi à l'âge de 3 ans, un photomaton punaisé contre un mur. Voilà. Et de cette histoire, j'ai voulu savoir. Et tout mon parcours de vie, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai 63 ans, je suis là. Je ne comprends pas le berbère, je ne parle pas le berbère. Je vous écoute et ça me touche. J'entends chanter en berbère, j'entends le dire, je pars. Alors moi, c'est simple. Je pense que tous dans nos gènes, et j'en suis profondément convaincue, on hérite de notre histoire. Je pense que les livres nous aident, ils nous accompagnent, ils nous font comprendre. Mais en nous, il y a une partie absolument nécessaire qu'il faut que l'on découvre. Hamid, tu aides tous ces gens qui, par le religieux, on leur explique qui ils sont. C'est une erreur, je suis d'accord, mais je ne suis pas persuadée non plus que leurs parents savent d'où ils viennent. Et je peux vous dire que la plus grande fierté aujourd'hui de mon père, c'est de savoir que je suis tous les dimanches place de la République, que je vais presque tous les ans en Algérie, que je prends des nouvelles des miens, même si c'est en français, c'est pas grave. Je fais partie de cette culture. Je n'ai pas tout, mais ce que j'ai, ça me sert à avancer. Merci, Hamid. Merci. Merci Pierrette. C'est très émouvant. Hamid, tu as quelque chose à dire? Vraiment, ça. Je crois que Pierrette a dit l'essentiel avec émotion. Elle a apporté un témoignage. Il n'y a rien à ajouter, je pense. C'est une petite œuvre d'art qu'elle nous a exposée. Et on est très touchés, Pierrette. Merci. Monsieur Pierrette m'a dit je ne vais pas parler, et finalement, elle a parlé. Merci Pierrette, merci. Oui, monsieur, essayez d'avoir le micro et prenez la parole. C'est le frère Abachir. Je voulais d'abord vous remercier pour la clarté de vos propos, la qualité de votre analyse. Merci. Vous avez parlé des clôtures. Moi, je parlerai d'une autre clôture. Je constate à l'issue d'une trentaine d'années. Donc, je voulais parler d'une autre clôture qui vient renforcer un peu les clôtures que vous avez évoquées. C'est la clôture religieuse. C'est-à-dire que moi, c'est une observation issue d'une trentaine d'années avec la justice des mineurs et puis la politique de la ville. Et je dirais que, quand je dis clôturer, c'est-à-dire elle renforce en fait, elle renforce, puisqu'aujourd'hui on constate de plus en plus de l'entre-soi. Alors qu'on aurait aimé que cette espèce de mélange, d'enrichissement mutuel, etc. Sur la question de la parentalité, je dirais aussi qu'aujourd'hui, en fait, on est dans quelque chose un peu que vous avez évoqué rapidement, mais dans le modèle républicain, on est plutôt sur les libertés individuelles. Dans les sociétés patriarcales, l'individu n'est pas reconnu en tant que tel, c'est la collectivité, c'est le collectif qui est reconnu. Du coup, en parlant de malentendus, il y a effectivement, ça génère un certain nombre de malentendus. Il y a une vingtaine d'années, je discute avec une assistante sociale, et puis sur un peu, on va dire, la question du père, la place du père, en disant qu'il y a une maltraitance parce que le père, tel père, ne reconnaît pas, en fait, un peu l'accomplissement, les préoccupations un peu de sa fille ou de son garçon. Et là, on est vraiment dans le malentendu, parce que, effectivement, si on n'est pas formé, vous avez parlé un peu rapidement d'interculturalité, Dieu merci, aujourd'hui, j'espère que les formations sur les assistants sociaux ont évolué, prennent en compte un peu la question interculturelle, mais c'était ça, en fait. Du coup, ça génère beaucoup de souffrance, de séparation fille-père, garçon, parents, etc. Sur les questions sur toujours un point, peut-être un dernier point sur la parentalité, c'est que sur les groupes de parents, on constate que je cofinance surtout au nom de l'État un certain nombre de projets,
Et puis on voit que des femmes, c'est-à-dire en gros, quand on met en place des groupes de parentalité, on voit des femmes. On s'est dit, tiens, il y a quand même des soucis. Les parents, c'est 2. Du coup, on a difficilement mis en place des groupes de pères. C'est très peu, mais ça existe. Moi, j'interviens dans le Val-de-Marne un peu à titre d'exemple. Et puis finalement, on a vu que ce n'était pas suffisant. Et du coup, là, on est en train de tenter la mixité. Donc, autrement dit, on a encore du chemin, etc. Et aujourd'hui, peut-être, vous allez parler un peu de dedans et du dehors, moi je dirais le nous et le eux et le nous. Ce qui nous préoccupe quand on travaille au sein de travail social, je ne suis pas loin de la retraite, c'est plutôt le eux et le nous qui ne favorisent pas le ensemble. Merci. Merci. Alors, comme il y a beaucoup dans ce commentaire, pas mal d'idées, donc soit vous décidez de faire un commentaire et puis il se suffit à lui-même, soit vous me posez des questions. Vous essayez de faire entre les deux si vous voulez. Et là, c'est qu'a dit M. Ismi. Omar. Je crois que c'est le frère de Bachir, c'est ça? Notre ami Bachir Dereyes, c'est notre ami. Cinéaste, ouais. Ah, ok. Kader Omar contient beaucoup de questions, mais ça fait rebondir. C'est un thème à part entière de conférence, ce qu'il a abordé. Notamment par rapport. Donc, je dis pour fabriquer. Ça, c'est au début de la vie. Donc, ça fait rebondir un peu l'exposé que j'ai fait. Donc, ça le complète. Et heureusement que vous avez posé cette question. Donc, ça, c'est au début de la vie, jusqu'à l'âge de, on va dire, 7 ans, ensuite 12 ans, l'adolescence. C'est pour créer des clôtures indispensables. Ce n'est pas des murailles. Donc, la clôture dont je parle est une clôture culturelle qui respire. C'est une peau. Ce n'est pas une muraille. Ceux qui érigent des murailles, c'est ceux, parce que c'est à ça qu'on se heurte, à ce paradoxe. Ceux qui n'ont pas eu ces clôtures qui respirent, qui filtrent et qui empruntent, c'est ceux-là qui vont avoir recours à l'idée de muraille. Donc aujourd'hui, on peut avoir une religion clôture, celle que nous avons vécue dans notre petite enfance, l'islam soufi, confrérique, l'islam même orthodoxe, ouvert, comme on peut avoir les deux versions, notamment du wahhabisme, du salafisme, adoptés par les jeunes. Pourquoi il est adopté par les jeunes? Parce qu'ils n'ont pas les clôtures. Ces clôtures dont je parle sont effilochées. Donc ils ont besoin de se définir. Hein? Ils ne vont pas s'infinir, ils vont se définir à un âge tardif. Normalement, on est déjà défini. Je dis, je suis parti de Kabylie, je t'ai défini, si on peut dire. Défini, et puis je peux entrer dans l'infini. Par les recherches, parce qu'en fait la culture, en même temps qu'elle vous donne les clôtures, elle vous donne des graines qui vont germer plus tard, qui sont des graines de l'universalité, mais pas abstraites. Les rituels, par exemple, de passage, visent à vous faire connecter à votre être profond, c'est-à-dire à vous éprouver la peine, la joie, voire des fois des risques de mort. Donc c'est des épreuves par lesquelles vous passez pour vous connecter à votre être profond que vous allez découvrir plus tard dans un autre cycle de votre vie. Donc ceux qui ont recours à la religion barrière, c'est ceux précisément, merci d'avoir posé la question, qui n'ont pas précisément ces clôtures-là. Ces clôtures se sont effilochées. Ils essaient de trouver dans la communauté un plus petit ou un plus grand, plutôt dénominateur commun, quelques milliards de musulmans, donc ça représente une force, etc. Ils transforment cela en pseudo-culture, et c'est ça l'idéologie. L'idéologie, si vous vous rappelez, il y a un livre qui prête à confusion, que souvent on cite, les identités meurtrières. Ça prête à confusion. C'est précisément les identités qui ne sont pas établies dans le plus jeune âge qui deviennent meurtrières, mais ce n'est pas celles-là qui deviennent meurtrières, c'est des identités transformées en idéologie. C'est pour cela que je fais très attention par rapport à la revendication berbère, à ce que cette revendication soit humaniste et qu'elle complexe, et qu'elle ne se transforme pas en idéologie telle qu'on l'a définie là, une idéologie barrière. C'est-à-dire, il y a un ethnocentrisme naturel, normal, et puis ensuite, on s'ouvre de proche en proche. Il y a une autre question qui a été évoquée, donc ça c'est une grosse discussion qu'on peut avoir.
c'est ça qui détermine la radicalisation, le changement d'ancêtre, moi j'ai parlé tout à l'heure. La parentalité, Omar a évoqué la parentalité, en fait c'est un concept qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai assisté à son apparition. Parce qu'en France, il peut y avoir des problèmes au niveau du terrain, auxquels les derniers chaînons qui sont en contact avec la population, travailleurs sociaux, psy, juges, police, vont avoir à faire. Le terrain est mouvant, il produit des choses, mais de là que ça arrive là-haut, en France, ça met du temps. Donc, ils ont travaillé, les éducateurs au début, avec le concept, au contraire, d'autonomie et émancipation, c'est-à-dire l'individualisation. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Et là, il y a eu une commission interministérielle qui a fait tomber d'en haut, c'est la transcendance en France, ils ont fait tomber le concept de parentalité. J'appelle ça un concept bannière, c'est-à-dire une fois que le concept est arrivé, derrière, il y a des dispositifs et surtout, il y a de l'argent. Et ceux qui n'ont jamais travaillé avec les parents, il suffit juste qu'ils mettent parentalité, c'est le mot magique. Conduite addictive, conduite à risque, après il y a des mots comme ça, et hop, l'argent arrive aujourd'hui, radicalisation. Et là, beaucoup d'associations où j'avais travaillé m'ont rappelé, me disent « Amis, parentalité !» Et je réponds comme ça, mais les parents sont déjà habités. On travaille avec les ancêtres. Et c'était un peu trop tard. Donc en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Qu'ils ont forcé dans l'individualité, ils ont vu que ces enfants sont intenables si on ne tient pas compte de leurs parents. Donc on fait appel néanmoins au groupe. Mais le problème, c'est qu'ils se sont arrêtés aux parents. Et le problème, c'est pas... Il faut aller aux ancêtres. Les problèmes sont transgénérationnels. Quand il y a une psychose, comme on appelle l'autisme, c'est sur 3 générations. C'est la 3e, ça éclate. Quand vous voyez les problèmes de la Shoah, etc. Voilà, brièvement, Amar. Merci pour ton intervention. Bon, on va prendre... donc il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Encore une fois, je vais dire quand c'est possible d'être bref, ça serait bien. Asdin, tu prends le micro s'il te plaît. Ah oui, vas-y Asdin. Merci beaucoup, Hamid. J'ai une question, enfin j'ai deux en fait. La première, tu as évoqué, je te tutoie, tu as évoqué des concepts qui sont très très importants. Merci, Asdin. Moi, ce qui me travaille personnellement, c'est que nous sommes dans une société, enfin dans un monde mouvant, en pleine mutation tous les jours. Ça. Et tu as fait, j'allais dire presque à lapsus, en parlant de nostalgie. Ouais. Je ne vais pas dire schéma d'analyse parce que c'est trop... L'être humain, c'est pas des mathématiques. Comment peut-on se débrouiller avec tous ces concepts dans cette société, dans ce monde en pleine mutation? Parce que les systèmes de généalogie, de parenté, on n'a plus le modèle classique. Moi, en quelque sorte, il n'y a pas une espèce d'écueil, même au niveau de la pensée, avec ton travail. Ça, c'est la première question. La deuxième question, la notion de culture. Je crois qu'il y a un malentendu parce que c'est toujours les dominants qui définissent c'est quoi la culture. Alors qu'à l'origine, toutes les sociétés, d'ailleurs Dalmouni l'avait bien saisi, il avait dit culture vécue et culture savante. Maintenant, nous avons des enfants qui sont, j'allais dire, qui sont fabriqués dans un monde complètement coupé des parfums, des odeurs, etc. Donc c'est ma préoccupation. Voilà, merci. Bon, brièvement, donc moi je ne suis pas sociologue, je suis thérapeute, donc je vois les gens venir, comme tu dis, avec ce conflit dans leur tête, dans leur cœur, tiraillement entre le primat du groupe, l'individu. Ils viennent avec tous ces tiraillements. Donc j'utilise ce qui est encore dans leur culture fonctionnelle. Imaginons quelqu'un arrive, imaginons que le concept de possession s'impose dans ma tête. Mais s'il n'y a pas de système à trancher lui, s'il n'y a pas de conflit, à quoi ça sert de lui dire t'es possédé, tu as une possession? Ça ne sert strictement à rien. Donc moi je ne suis pas dans le monde ouvert, comment dire, je suis un thérapeute, et je vois les gens et les familles individuellement. Ce qui est encore fonctionnel, je l'utilise, ce qui n'est pas encore fonctionnel, comme tu dis, je co-crée avec eux d'autres dispositifs. En sachant que ce dont on parle là, souvent on revient par le biais des recherches
les nouveaux concepts de thérapeutes, comme le traumatisme transgénérationnel. Le transgénérationnel n'existait pas avant, mais bizarrement, c'est dans une société aussi avancée qui est allée aux confins de l'individualité où ces choses reviennent. Il y a même des ressources thérapeutiques qu'on ramène de part et d'autre et on va leur donner un peu le label plus ou moins scientifique, comme par exemple la sophrologie. C'était en Inde, c'est le yoga du sommeil qu'ils ont ramené, etc. Comme le concept de Bateson, vous savez, l'injonction paradoxale. C'était en tant qu'ethnologue qu'il a découvert ça dans des groupes qu'il étudie en Afrique. Donc il y a beaucoup de choses néanmoins qui reviennent précisément, qui ont été occultées, et des ressources thérapeutiques qu'on utilise juste, on leur donne un cachet comme ça universaliste. Ça c'est la première question, je crois. Ensuite la deuxième. Oui, donc autour de la modernité de la culture. Donc en fait j'ai déjà répondu. Donc cette culture, je ne la définis pas ex nihilo comme ça de l'extérieur. Je vois qu'est-ce qui est fonctionnel dans cette culture. Ce type est fabriqué, comme les moules sont toujours là, les moules du Gomara, du Sonic, du Kabyle, ou ils ne sont plus là? S'ils ne sont plus là, il faut créer, co-créer, et créer peut-être avec des bribes, parce qu'une culture est sédimentée, hein, c'est-à-dire on peut creuser aussi et trouver des éléments avec lesquels on va travailler. Voilà, Azdi, ce que je peux dire. Ça très bien. Hakim. Merci. Bonjour. Il s'appelle Hakim et il pose des questions. C'est un Hakim, c'est un sage. Sage. Voilà. Alors moi j'ai 3 petites questions à vous poser. La première, donc elle est en lien avec la casquette de psychologue, de thérapeute. Oui. J'ai essayé. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites devant quelqu'un qui est en souffrance, qui est en souffrance, voilà, et qui n'adhère pas à ces concepts et à ces notions de barrière, que vous appelez barrière, genre le sel, oui, ou le pouvoir transgénérationnel des ancêtres, tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Comment vous, qu'est-ce que vous mettez en place pour le guérir? Deuxième question, c'est en lien à quelque chose qui a été abordé auquel vous avez répondu, c'est j'ai pu comprendre que souvent ces jeunes qui versent dans le salafisme le font parce que justement ils n'ont pas ces barrières, ils n'ont pas ces barrières-là, ces clôtures. Ces clôtures et ces barrières culturelles, voire religieuses. Alors, comment expliquez-vous que certaines jeunes qui ont baigné, qui ont ces barrières justement, peut-être pas ceux des banlieues de 93, mais ceux de Kabylie, qui ont versé dans le salafisme. Là, la colère est là, est arrivée. Ah oui, non, la passion, la colère. La passion. Troisième question, et je finis. J'ai négativé le truc, il l'a positivé. Donc c'est bien. On fait ce qu'on peut. Voilà. Troisième question. Parce que les gens pensaient échapper à ça. Et voilà, il est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Troisième question, s'il vous plaît. Voilà. Il y a 2 ans, 1 an et demi, je voulais déjà poser cette question. Donc je reviens encore avec la même question. C'est ça. Où en est-on au jour d'aujourd'hui dans l'univers kabyle par rapport à toutes ces questions d'ethnopsie, de soins, de thérapeutes, de soignés, soignants et tout ça? Voilà. Vous êtes l'un des, si j'ai bien compris, vous êtes l'un des premiers connus, du moins, ethnopsychiatres. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a encore, enfin, est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que vous avez vous-même transmis le flambeau à certains? Oui, je me rappelle maintenant de cette question. Voilà. Où on est pas? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de Kabyles qui viennent se soigner? Parce que, voilà, comme vous le savez, on est beaucoup à... On est beaucoup à résister. Non, à souffrir, à être en souffrance. Merci. Ça va être bien. C'est de la passion aussi?
C'est après. C'est après. Après tes Je vais réponses. intervenir d'abord. D'accord. C'est le suivant. C'est au suivant. J'avais vu le truc, je dis 2 colères ou 2 passions en même temps. C'est trop dur. Ça va, ça marche? Ça marche, ça Oui, marche. ça marche. Donc pour les Ismik, Hakim. Hakim, ouais, elle a dit, il s'appelle Hakim. Donc Hakim, pour cette histoire de rite ancien, je disais à Asdim que je travaille avec ce qui est fonctionnel. Ça veut dire si ça marche, si ça ne marche plus, on va procréer, on va inventer. Ben oui, parce que le thérapeute, il est là pour créer, pas pour répéter. S'il répète, justement, c'est le patient qui vient en répétant. Un vrai thérapeute, c'est celui qui crée, c'est celui qui est presque imprévisible, qui fait surgir l'imprévisible. Et le patient, c'est celui qui a un scénario qui se répète, qui tourne en rond. Donc là, pour les rites anciens, il faut dire d'abord, Hakim, je saisis ta question au vol, pour dire que vous ne voyez que des rites, des objets, des choses, mais il y a un système de pensée derrière. Et l'ethnopsychiatre, c'est celui qui va aller chercher, extraire les systèmes de pensée qui est derrière un soin avec l'œuf, c'est quoi le plomb, c'est quoi, et pourquoi on dit ça, et pourquoi on fait ça. Parce que nous, on voit que des gestes, des objets, des mots, des rituels. Mais le vrai ethnologue ou l'ethnopsie, c'est lui qui va extraire le système de pensée. Si tu as extrait le système de pensée, tu peux remplacer un rite par un autre. Tu peux éventuellement transférer, créer. Et si tu ne comprends pas, quelqu'un vient. Parce que tout à l'heure, Omar a parlé d'interculturel. Interculturel, ils ne font pas ça. On leur enseigne l'ethnologie et la psychologie. Entre les deux, il n'y a rien. Et je disais à quelqu'un qui était un interculturel, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais si quelqu'un dit je suis possédé, il dit je le comprends. Mais qu'est-ce que tu fais? Question de Hakim. Ah ben je le comprends. Ah ben ça suffit pas de comprendre comment tu agis. Donc je te dis comment un ethnopsie en principe fonctionne. Il utilise les systèmes qui sont encore en cours. C'est-à-dire il y a des étiologies, c'est des diagnostics culturels. Mauvais œil, ensorcellement, etc. Chaque monde a son... Et puis, il y a des prescriptions. Ces prescriptions, ça veut dire qu'il y a des dispositifs. Et si le dispositif n'existe pas, ce n'est pas la peine d'indiquer une étiologie. Il n'y a pas de dispositif, il n'y a pas de... Donc là, ça mérite tout. C'est sur ça que je forme d'ailleurs, c'est le cœur de la formation que je donne, c'est autour du système thérapeutique. Le salafisme comme barrière, c'est vrai, là c'était encore un sujet qui peut être abordé dans une conférence à part entière. En réalité, comme tu le pressens, Hakim, les gens sont déracinés sur place. C'est pas maintenant ceux qui partent qui sont déracinés. Il y a l'école que tu connais, l'arabisation sauvage, qui n'est pas culturelle. Hein. C'est pas une arabisation culturelle, c'est une arabisation idéologique sauvage. Donc les gens sont déracinés sur place. Et donc du coup, c'est pareil, comme dans les banlieues, on a recours même, quand on est effiloché comme ça, au niveau des racines, eh ben, on cherche, pas une clôture, on cherche une barrière pour se protéger. Et certains ont recours à cela. Comme tu sais, l'ancienne génération qui a été formée pendant la guerre, comme la mienne, et ceux avant moi, et ceux aussi un peu plus jeunes que moi, on a hérité d'une culture prodiguée dans la langue française, la science. Ces personnes-là commencent à diminuer au fur et à mesure. Aujourd'hui, vous avez vu sur Internet les 150 pseudo-universitaires qui écrivent un truc contre le Tamazight. Comment est-ce que des gens peuvent aller contre la langue des ancêtres, ou une langue quelle qu'elle soit? Pour dire comment est-ce qu'on peut faire ça? Ça prouve. Mais ça, beaucoup de gens, les sociologues, les professeurs, ont suffisamment parlé de ça. Par contre, moi, ce que j'ai, si un jour suffisamment de Kabyles se décident, comme je disais tout à l'heure à Youssef, on peut créer des dispositifs, des groupes de parole pour précisément arracher ces gens-là au salafisme, au wahhabisme et à cette culture, on va dire, mortifère. Donc ça je peux. Moi, je ne peux agir que sur des individus, des familles, des petits groupes. Mais on peut le faire. Mais personne ne m'a sollicité, personne n'a envie de le faire pour l'instant. On se contente de slogans, laïcisme, etc., de constats affligeants, accablants, mais c'est évident qu'il y a une perte culturelle. Il
faut qu'il y ait des intercesseurs, des médiateurs. Donc, c'est la dernière question, on rebondit sur la première, pour rejoindre la première, où en est-on par rapport aux soignants-soignés, la formation des... Ça revient, donc c'est vrai que ma réponse n'était pas suffisante, parce que je disais que je suis un des rares en hypnoxie, c'est vrai. On m'a jamais appelé en Algérie pour former, mais c'est quelque chose comme toi, hein. J'ai eu cette passion-là et cette colère aussi d'ailleurs, de ne pas pouvoir transmettre mon savoir, toute cette expérience accumulée. Je ne peux la transmettre qu'en France, à l'étranger, mais pas à l'étranger. Je suis libre à nous, non, je ne suis pas libre. Ciseaux. Donc je disais que on n'en a pas, on m'a appelé une fois, je fais dans un village de vacances sur le terrorisme, une formation de psychologue, pas suffisamment. Je parle d'ici. D'ici, c'est les institutions. Les associations qui viennent me demandent des interventions, des conférences, mais j'aurais aimé justement avec Saleha, c'est des enfants nés ici, il y a 2 personnes qui m'ont appelé. Nora Shdad, pour créer un groupe de parole qui a fonctionné pendant 3 ans. Hein? Oui, à Créteil, absolument. Et ça a eu des résultats intéressants. Et quelques mois avec Saleha, je ne sais pas combien de temps on a travaillé. Ouais, c'était très prometteur. Après la mairie, elle avait mis fin à cette... Sinon, à part cela, c'est les institutions qui me demandent. Donc je travaille auprès des institutions, les juges, les institutions éducatives, les institutions judiciaires, éducatives, psy. Donc je circule tout le temps, en supervision, en groupe de parole, mais j'apporte beaucoup à la communauté migrante, toutes origines confondues, via les institutions, mais pas via les structures associatives. Mais via les individus eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des gens, comme ça, individuellement, qui viennent, qui vous sollicitent? Ah, au niveau du cabinet privé, c'est ça? Oui, c'est ça. Ceux qui ont entendu parler, et qui m'ont entendu des fois dans des conférences, ou qui, par le biais des réseaux institutionnels ici, des psychiatres qui m'envoient en disant ça c'est mieux que tu ailles vers un Mixani. Donc j'ai des personnes, mais que je soigne, c'est des familles, c'est des individus. Non, mais c'est pas le rush permanent. Là où je travaille, c'est les institutions. C'est là où je travaille de manière continue. Et puis, je ne peux pas faire face, même si je dis je suis là, tout seul, je ne peux pas faire face. J'ai créé d'ailleurs un groupe de parole, dont 2 personnes sont là, Nora, Hassan, peut-être d'autres, et que je fais bénévolement.